Cette vidéo vous est présentée par imaginearts.digital. Salut les budokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Romuald, un copain, un ami, un hooké. Place à la parole aux pratiquants. Salut Romuald, merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Comme d'habitude, je commence ces petites interviews par la présentation de mon invité. Alors, je m'appelle Romuald Canizares, j'ai 41 ans, je suis 5e dan de karaté, licencié au Laniaka Martiaux, je pratique le karaté depuis 30 ans maintenant. Et je suis marié, j'ai 2 enfants. Et puis, voilà. Dis-moi, quelles étaient tes motivations pour commencer ta pratique ? Alors, j'ai commencé les arts martiaux tout petit. J'ai commencé par du judo à l'âge de 6 ans, au Tèche, donc c'est un village du bassin d'Arcachon. Et j'en ai fait jusqu'à l'âge donc, de 6 à 12 ans. Et en fait, j'ai arrêté le judo parce que mon prof de judo avait dû déménager, donc la section était fermée. Donc je suis resté un petit peu sans rien faire. Et est arrivé par le biais relationnel un jeune qu'on connaissait qui s'était mis au karaté. Et je dis tiens, on pourrait essayer. Et ça correspondait avec la sortie de Bout de Sport. Et c'est ça que je veux faire. Je veux faire comme ça, je veux faire les grands écarts entre les chaînes et tout. Voilà. Et ça, en fait, ça a commencé bêtement comme ça. Et donc, je me suis inscrit. Donc, mes parents m'ont inscrit au Dojo Gujané, donc où j'ai commencé, où j'ai obtenu ma ceinture noire. Je suis parti du club en 98, quand je suis parti à l'armée. Après, je suis parti à l'école de police, j'ai fait des choix professionnels qui m'ont amené à Châteauroux, où j'ai eu la chance de rencontrer Alain Auclair. J'ai fait 8 ans à Châteauroux et en arrivant sur Toulouse, j'ai re-rencontré Laurent Ricciot, qui est mon ami. On se connaît depuis de nombreuses années. Et donc je me suis licencié chez lui et chemin faisant, on s'est rencontrés. On détourne un stage et puis voilà. Donc, Qu'est-ce qui t'a fait évoluer entre tes intentions, tes objectifs quand tu étais ado et que tu voyais Bloodsport et maintenant ? Le club où j'étais licencié petit, c'était un club qui était très axé compétition. Et à l'époque, quand on tirait, les calendriers étaient plus entre guillemets bien faits, c'est-à-dire que la première partie de saison c'était les combats et la deuxième partie de saison c'était les katas. Donc on ne laissait pas le choix, c'était combat, kata et puis voilà. Et donc ça permettait d'avoir des karatékas complets avec des résultats en compétition qui sont ce qu'ils sont, mais au moins les gens se spécialisaient pas en disant je veux être là. Et on avait des gens qui étaient plus ou moins homogènes avec un niveau, et puis à un moment donné, en senior, il a bien fallu se spécialiser finalement. Puis donc j'ai continué à compétition de combat. Et après, au fur et à mesure de la pratique, la compète, c'est très très bien. Voilà, j'en ai fait, ça apporte ce que ça apporte. Mais au final, c'est sur le plan de l'efficacité pur et dur extérieur dojo, ça a un effet tout à fait relatif. J'en ai fait l'amère expérience. Et donc je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas possible. On ne peut pas faire de la compète, gagner des titres, et puis à un moment donné, prendre une branlée connement. Ouais. Donc j'ai repensé mon karaté différemment, et je me suis plus orienté sur l'aspect self-défense, donc l'aspect originel du karaté. Donc voilà, en fait c'est un cheminement logique, du moins c'est le mien. Ouais. Tu fais encore de la boxe française qui t'a beaucoup apporté dans ton karaté. Qu'est-ce que ça t'a amené en fait ? Ça m'a amené que quand on prend une patate, en fait ça ne s'arrête pas, il n'y a pas d'yamé, ça continue. Et quand on est touché et qu'on cherche la ligne d'horizon et qu'on continue à ramasser, ça fait très très bizarre. Et ça oblige aussi le corps
à être en mouvement, à réagir même sous l'effet de l'impact, à se déplacer et à travailler son cardio, parce que c'est quand même, à mon sens, la discipline pied-point qui demande le plus de cardio. C'est très très aérien. Ça ressemble vraiment au karaté, vraiment à l'impact. D'ailleurs, à titre personnel, je préfère la boxe française que le karaté contact, puisque quitte à faire une discipline, autant s'engager vers vers les gens qui font ça depuis très très longtemps. Et la BF, vraiment, ça fait tout travailler, les déliés, les zones basses, qu'on ne travaille pas assez en karaté Shotokan. Et c'est hyper efficace, les enchaînements. Et au final, on s'aperçoit que les techniques de karaté, quand on veut les travailler en jutsu, finalement, ça se rapproche beaucoup plus de la boxe. Que de quelque chose de très rigide, raide, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rondeur. Et la boxe, franchement, ça m'a éclairé, ça m'a allumé la lumière, comme l'arnis m'a allumé la lumière sur le travail avec les armes. Ouais, voilà. On va y revenir un petit peu plus tard à l'arnis, mais on va continuer un petit peu là-dessus sur l'aspect un peu combatif. Tu penses que vraiment, en fait, ça t'a allumé la lumière dans le sens, bon, t'en as pris plein la tête, donc forcément, ça a remis beaucoup de choses en question, mais aussi, en même temps, est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a aussi appris à rester en mouvement, en permanence? Oui, mais après la boxe, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que le ring. Le ring, c'est un endroit, c'est vraiment pour les boxeurs. Les gens sauront de ton voir. Quand on monte sur l'estrade, déjà, elle doit être à 1,50. Donc on monte, on est sur une espèce de promontoire, et là il y a les cordes, et on peut pas s'échapper en fait. Non. Parce que la compète, on a toujours moyen de faire un jogai, sortir, tac tac, et puis d'échapper. Mais là, quand on est enfermé entre quatre murs et que ça ramasse, on a beau chercher des coins, et finalement c'est tout petit. Et là effectivement on est obligé de rester en mouvement, de travailler sur la rotation, de se relâcher, parce que le cardio ça monte très vite. Quand on prend des coups, on se consomme beaucoup. Et ça vraiment, c'est à mon avis, c'est top. C'est top. C'est ça qui fait comprendre qu'il faut du relâchement, qu'on peut être relâché sur le plan physique, mais fort dans la tête, et pas contracté, parce que si vous êtes crispé, ça marche pas. Au bout d'une 30, ça va être l'horreur. Et ça, effectivement, ça m'a éveillé sur la notion de délié, qu'on peut frapper très très fort, voire même plus fort en étant relâché, en étant en mouvement, de pas toujours attendre d'être stable pour mettre une patate. Et ça, vraiment, c'est tip top. Franchement, moi, je conseille à tout le monde. On n'est pas obligé de faire du combat. On peut très bien faire de l'assaut. Et même en assaut, en appuyant légèrement, ça va 10 fois plus vite. Et c'est vraiment chouette. Franchement, c'est une très très belle discipline. Et moi, j'enjoins tous les karatékas, puisque à au moins essayer. Sur le plan technique, vous ne serez pas perdu, parce que c'est exactement les mêmes coups. Que ça soit un fouetté, c'est un mawashi, un chassé direct, c'est un maigiri, un chassé latéral, c'est yoko, c'est la même chose. Et franchement, c'est chouette. Franchement, moi, ça m'a vraiment apporté. Et d'ailleurs, je remercie Patrick, qui monte en entraîneur de boxe, qui continue à enseigner, qui a un cardio de folie, ceinture, franchement ceinture. Ceinture. En plus de ça, si vous voulez en plus de ça travailler votre cardio, sur 1h15, vous faites 45 minutes de physique, ça aide aussi. Et ça aide. ça aide pour les passages de grade, pour tout un tas de choses. Oui, pour beaucoup de choses. Tu parlais tout à l'heure d'Arnis. Qu'est-ce qui t'a fait amener à l'Arnis? Pourquoi une envie d'aller vers les arts martiaux philippins? L'opportunité. Oui. Oui, je te donne une opportunité. Oui. Il y a l'opportunité. Et c'est le premier masterclass que j'avais fait, c'était en 2016. Donc il y avait Dany qui était venu faire une intervention au couteau. Et en fait, ça a vraiment bouleversé ou cassé les codes, un peu comme la boxe, de l'espèce d'image qu'on a souvent dans les budo japonais, que le couteau c'est facile, que les angles, enfin voilà. Et là on se dit, ah ouais, ça va vite. Et c'est plus le travail
au couteau armé qui m'a impressionné que les techniques de désarmement. Et on s'aperçoit que quelqu'un qui sait manier le couteau, eh ben, c'est un tueur. Ah, oui. C'est un tueur. Voilà, j'engage tout le monde, et notamment les pratiquants de self-défense, que ce soit en Krav Maga ou autre chose. Allez vers les arts martiaux philippins et ne faites pas des attaques de style stéréotypé avec le pic à glace. Alors c'est très bien, je veux dire, moi je l'ai vécu à l'école de police quand on faisait des ateliers réflexes avec le couteau à 3 mètres, on courait, on faisait des gestes très amples. Effectivement, on peut discuter sur 90% des gens qui vont attaquer de manière... Sauf que si on sait travailler contre un expert au couteau, contre quelqu'un qui ne sait pas le manipuler, ça va être beaucoup plus simple et surtout on va avoir des techniques qui vont être plus limpides et on va prendre confiance en soi. C'est pareil, le travail à distance, le travail de safety zone qu'on a eu l'occasion de retravailler sur l'arnican. On casse vraiment les codes, on va dire, de ce que le monde martial véhicule en termes de défense au couteau. Et la réalité des gens qui se battent au couteau tous les jours parce qu'ils l'ont sur eux. Parce qu'ils l'ont sur eux. Parce que c'est culturel. Parce que c'est culturel. C'est culturel. De toute façon, les Philippins, pour eux, c'est en discutant toujours avec les maîtres, etc., mais ils disent, mais de toute façon, le manu contre arme, c'est très rare pour eux. Il faut vraiment qu'ils aient rien sous la main. Mais sinon, ils vont prendre quelque chose pour aller combattre. Ils ne vont pas combattre quelqu'un main nue, alors qu'à côté, ils peuvent avoir une fourchette. Et donc, ils vont utiliser la fourchette pour aller la planter, etc. Mais toujours en gardant les mêmes principes. Et c'est ça qui fait la grande force des arts martiaux philippins, c'est que pour eux, pour pouvoir se défendre contre une arme, il faut savoir la manier. C'est pour ça qu'ils commencent toujours le maniement des armes par le bâton, et après le couteau, et que la dernière étape, c'est les mains nues. Mais ce qui est assez extraordinaire avec les arts martiaux philippins, c'est que la simple connaissance des angles, on en parlait cette semaine au cours, comme beaucoup de karatékas, j'ai un katana à la maison, et le fait de simplement connaître les angles avec le katana, et bien en fait, on trouve à arriver à se défendre, à manipuler. Alors, j'ai aucune prétention d'être un épéiste de renom, mais on n'est pas gauche parce que les angles on les a, donc si on sait le faire avec un bâton, on le fait avec un couteau, on le fait avec une lame, on le fait avec un mima, et ça reste toujours la même chose. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que finalement avec un packaging technique assez simple, on fait beaucoup de choses. Et ça c'est hyper intéressant. Ça c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas toujours le temps de se faire des nœuds à la tête, de savoir alors il m'attaque comme ça. Et ça c'est hyper intéressant sur les arts martiaux philippins. Et ça donne beaucoup de confiance aussi dans le travail de karaté, dans le travail de déplacement, de mouvement, voilà. Et c'est complémentaire. Tout s'imbrique, quoi. Puis quand on t'attaque à vitesse réelle avec un bâton, ça va très vite. Oui, ça va très vite. Et ça fait très mal. Donc forcément, quand tu reviens au point pied, voilà, ça va vachement plus doucement. Voilà. Mais c'est ce qu'on prône tous les deux en cours, mais c'est que le pied-point dans la rue, ça n'existe pas. Le pied-point, c'est une discipline sportive. C'est ça. C'est du sportif. Dans la rue, vous aurez toujours quelqu'un qui va prendre un verre, qui va prendre une fourchette, qui va prendre un casque de moto. Et un casque de moto, quand vous le prenez en pleine tête, ça pique. Et même si vous mettez vos mains ou quoi que ce soit, vous allez avoir mal aux doigts. C'est une réalité. Donc, de s'habituer et déjà à évaluer les distances différentes entre quelque chose qui peut être long, court, enfin, ça c'est énorme. Ça c'est énorme. Ça c'est un gain de. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai eu du mal au départ parce que. La longueur de l'arme, c'est compliqué. On veut toujours rentrer parce qu'on pense que c'est la bonne solution. Ben non, ça n'allait pas toujours. Complètement. Ça n'allait pas toujours. Déflexion, décaler, rentrer. Enfin voilà, on fait les choses les unes après les autres. Oui, mais bien sûr. De toute façon, il y a un chemin à suivre. C'est ça. Et c'est hyper intéressant. Et le reproche qu'on pourrait faire à certains karatékas, c'est de rester sclérosés dans leur discipline et de pas se faire confiance et de pas se mettre en danger en allant voir des gens qui savent. Comme le sol. Voilà, moi le sol, j'y connais rien. Je suis allé voir, j'ai fait un peu de sol, je me suis fait ouvrir en deux. Après on apprend à se débrouiller, mais
on s'aperçoit que c'est une vraie discipline, bien sûr. C'est quelque chose d'hyper particulier. Est-ce que je me roulerai par terre sur du béton, sur du gravier, sur un tatami ou pas? Ou alors est-ce que j'apprendrai à me relever rapidement? Mais pour ça, pour avoir cette perception, il faut l'avoir appréhendée. Oui, mais après, de toute façon, c'est qu'une question d'objectif, quoi, dans lequel on va pratiquer les autres. C'est ça. En 16 et 17 mai, d'ailleurs, on va retrouver Laurent, toi et moi-même. On sera tous les trois sur le tatami de Blagnac pour un stage un petit peu particulier. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors, il y a un peu plus d'1 an, j'ai perdu ma fille aînée, Lisa, d'un mélanome. Donc c'est une forme de cancer. Et durant sa maladie, on a fait la connaissance de l'APECO, qui est l'association des parents d'enfants cancéreux d'Occitanie. C'est une toute petite association dont le seul but est d'aider au mieux les enfants hospitalisés au service d'hémato-oncologie de l'hôpital de Toulouse à mieux vivre la maladie. Donc c'est très très simple, c'est des petits ateliers cuisine, c'est de l'achat de DVD, c'est 1 ou 2 sorties par an. Et voilà. Et moi j'ai pu constater le travail des bénévoles au quotidien qui... parce que comme je l'avais dit l'année dernière, il faut savoir que l'hôpital public ne fait rien pour le bien-être du malade. L'hôpital public, c'est du médical, du traitement, on soigne et basta. Le tour pour les parents, pour les enfants, ça c'est pas leur souci. Donc en fait c'est dévolu à différentes associations, à des bénévoles qui vivent avec des dons. Et donc le 16 et le 17 mai, donc tous les 3, on refera le stage qui s'appelle Antsuki pour Lisa. Donc l'affiche du stage sera sur le site et en partage sur Facebook, il me semble. Donc vous aurez l'explicatif du stage. Et c'est quelque chose qui nous tient, qui me tient à cœur, qui te tient à cœur. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Laurent. Quand on a fait un feedback, il m'a dit mais il y a une ambiance particulière sur ce stage. Parce que les gens, l'intérêt, c'est pas juste de faire des demandes de fonds, parce que tout le monde est sollicité. Mais bien sûr. Tout quotidiennement pour donner, il y a effectivement de la misère partout. L'intérêt, c'est vraiment de dire, voilà, vous donnez 30 €, parce que ça sera le prix du stage, mais en contrepartie, vous allez bénéficier d'un enseignement, de découverte. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant. Vous donnez pour une association, vous profitez d'un stage de karaté, et voilà. Et en fait, on se transcende au-delà de ce qu'on est, et ça fait partie aussi de l'esprit martial, d'aller au-delà de ce qu'on peut faire, comme tu as l'occasion aussi de le faire sur le stage à Albi. Oui. Donc voilà, de montrer que voilà, on est pratiquant d'arts martiaux, mais on reste aussi des êtres humains, et surtout, il ne faut surtout pas croire que le malheur frappe que chez les autres. Ah non. Parce que voilà, ça n'arrive qu'aux autres, c'est une vue de l'esprit, et voilà, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'espère que vous viendrez nombreux profiter de ce moment qui est au-delà de l'aspect un peu triste. Les raisons de l'événement sont quand même un vrai moment de partage martial et humain. C'est entraide et partage mutuel, Jotekitae. C'est C'est l'une des plus grandes maximes qui est dans les arts martiaux, et ça représente réellement ces stages caritatifs, d'accord, pour les enfants. Voilà, parce que l'autre stage dont il parlait à Albi, c'est pareil, c'est pour des enfants, c'est pas en France, mais ça n'empêche pas. Si on peut aider à travers des associations, eh bien oui, on se déplace, on fait des choses, on peut pas en faire
tout le temps, partout. Mais par contre, dans vos régions, vous n'êtes pas chez nous, mais que vous êtes dans votre région, je suis sûr qu'il y a des associations qui peuvent en bénéficier, d'accord, et qui seraient heureuses d'avoir des parrains et pouvoir réaliser des stages comme ça, caritatifs, avec des arts martiaux. Ça serait vraiment superbe. Profitez de l'élan et partagez. Voilà, du bonheur, de l'enseignement et l'entraide mutuelle. Voilà, c'est... Ça, pour les organisateurs, la seule chose que ça va vous coûter, c'est du temps. C'est tout. Ça va vous coûter juste du temps. Et additionnez le temps que vous perdez dans la journée à faire plein de choses qui ne rapportent pas. Et croyez-moi, pour le faire, on se grandit. On se grandit. On se sent grandir et on a vraiment le sentiment de... C'est un vrai sentiment de bien-être de savoir qu'on œuvre pour les autres et qu'on ne reste pas... centré sur soi-même. Sur son moment. Un petit coup de gueule? Ouais, alors j'en ai plusieurs. Bon, on va s'arrêter sur J'en ai plusieurs, mais on va s'arrêter. Alors, un coup de gueule, c'est... mais c'est plus quelque chose de bienveillant, c'est contre les passages de grade. Non, mais voilà. C'est, j'aime pas dire que c'était mieux avant, parce que ça fait vraiment vieux con. Vieux con, ouais. Ça fait vraiment vieux con, mais voilà. Moi, je constate qu'on demande aux pratiquants qui passent les grades, de première à cinquième dan, contrôle. On met des putains de cibles, et jamais il faut toucher. On fait du hippon-kumité, contrôle. Donc, normalement, le contrôle, il est là. En tant que jury, ou juré, on évalue, savoir si la distance est bonne, si on impacte, on met des cibles, et on refait faire le même exercice. C'est le même exercice en mouvement. Et pourquoi ne pas demander aux gens avec un pao, mettez un Otsuki, mettez un Yakutsuki, mettez un Mawashi, qu'on voit si au moins quand vous êtes ceinture noire, votre coup il impacte. Je veux dire, alors peut-être que j'ai une vision faussée, mais quand j'ai débuté il y a 30 ans, les gens ils étaient peut-être pas extraordinaires, mais quand je prenais une patate, ça piquait, ça faisait mal. Alors c'était pas ultra technique et joli, mais quand on prenait un Magiri, quand on prenait un Mawashi, ben, ça piquait un peu les côtes. Aujourd'hui, je constate que les gens, on leur met un pao, on leur demande de frapper, ils osent pas. Et en plus, avec le système qui a évolué et où on ne fait plus de combat pour obtenir son grade, mais en final, on a des gens qui sont gradés et qui ont aucune expérience d'en prendre une. Ouais, d'en prendre une, et on ne sait même pas s'ils sont capables de répondre. Et ça, il ne faut pas s'étonner. À mon sens, que les grades en karaté perdent de la valeur. Parce qu'on n'a plus de pratiquants qui font peur. Ouais. Mais tout évolue dans ce sens-là, parce que bon, avant, on se rappelle, les anciens, quand ils combattaient, déjà, ils n'avaient pas de tatami par terre, t'entendais quand ça tombait, quand c'était balayé, en plus, ça frappait par terre, et t'avais la tête en plus, quand ils prenaient le pain, t'avais la tête qui reballait sur le parquet, tu entendais des coquilles claquer, parce que t'avais les maigiri autorisés aux coquilles, donc bon, ça avait son effet, hein. Après, ils se sont dit, pour les raisons médicales et de santé évidentes, on arrête. Mais, et petit à petit, mais même après, dans les années 80-90, on regardait les combattants. Moi, j'ai eu l'occasion, au début des années 90, de m'entraîner avec les équipes de France seniors, parce que j'étais dans l'équipe de France cadet junior. Mais on ramassait, mais sévèrement, quoi. Quand on prenait un gyaku, mais en général, on était plié en deux, quoi. On faisait la carpe, hein. C'était comme ça, mais c'était pas juste skin touche, quoi. C'était des vraies patates, quoi. C'est ça. Quand tu regardais le gars, quand tu combattais à cette époque-là, quand on te mettait une patate, on te regardait, tu saignes pas, c'est bon, on lui met le point. Tu saignais, on lui disait, bon, fais attention quand même. C'est une autre époque. Après, comme tu disais tout à l'heure, il faut pas faire vieux con. Mais au moins, tu savais que quand tu en prenais une, et que tu voyais trouble, tu savais que tu l'avais prise. Tu ne pouvais pas dire non, je ne l'ai pas prise celle-là. Oui. Là, au moins, tu savais. Et il y avait une certaine réelle efficacité, quoi. C'est que tu savais que si le mec il t'en collait, tu t'allais avoir mal, quoi. Il t'ouvre en deux. Et c'est voilà. Je me rappelle des entraînements avec le ET.
Ça pique. Et pourtant, Il y allait tranquille. Hein. gentiment, on lui dit non, mais voilà, je touche pas. Avec le paro, il t'avait coupé le souffle. Alors, on parle de gens exceptionnels, Oui. mais en dessous, il y avait quand même tout un lot de gens qui étaient capables d'impacter, de faire des choses. D'envoyer des marmites. Ouais, d'envoyer des marmites. Et là, au moins, ça ressemblait un petit peu à quelque chose. Et voilà, moi, je voudrais juste qu'on se pose des questions là-dessus. Est-ce que... Alors moi, je veux bien de valoriser la pratique, mais je voudrais bien aussi que le grade, il représente quelque chose. Que quand quelqu'un, on a un 4e ou un 5e dan de karaté, il y ait une réelle efficacité de combattant derrière. Pas juste quelqu'un qui est techniquement joli. Et la technique, c'est... je parle pour la compétition, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, ça, il n'y a aucun souci, c'est beaucoup de sacrifices. Mais même Laurent, Ichio, on va en parler, Christophe, quand ils mettent des patates, ça pique. Et pourtant, c'était des catamans. Ah ben oui. Mais ça... il était entraîneur à l'équipe de... Mais ça touche. Mais quand ça touche, voilà, on se dit, ah ouais, ça recule. Ben aujourd'hui, voilà, force est de constater que chez les jeunes, j'ai pas ce sentiment-là. Je me trompe peut-être, mais je crois pas forcément. Je suis dans ton sens. Hein. Donc voilà, messieurs, s'il vous plaît, si on pouvait mettre un tout petit peu d'impact sur les passages de grade, ouais, ça serait super. Ça serait super. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour le fight? Un peu pour la fight. Allez, go. Allez. Thé au café? Café au lait. Café au lait. Café au lait. Livre ou DVD? Livre. Quel est ton dernier livre? Le dernier que j'ai lu, c'était Surface d'Olivier Norex. C'est un polar. DVD ou digital? Digital. Suivre ou donner un cours? Donner. Principe ou technique? Principe. Évolution, tradition? Évolution. Tradition, ça veut rien dire. Pour beaucoup, ça veut dire beaucoup. Ouais. Évolution. On ne peut qu'évoluer en respectant ses anciens. Ouais, mais bien sûr. Mais tradition, bien souvent dans l'esprit des gens, c'est figé. Technique ou condition physique? Condition physique. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut courir. Il vaut mieux avoir le cardio que... oui, voilà. Il faut courir vite et longtemps. Et longtemps, voilà. Parce qu'il y en a, ils sont persistants. C'est ça. Donc, non, condition physique. Et de toute façon, si vous avez la condition physique, la technique est là tout seul. Vous verrez que si vous penchez la technique... À l'inverse, il n'ira pas. Vous allez vous faire crever. Précision, vitesse. Précision. Cours ou stage? Stage. Pourquoi? Parce que ça oblige à sortir de sa zone de confort, à aller à la rencontre de gens qui pratiquent peut-être la même chose ou pas. Et puis voilà, c'est aller à la rencontre, découvrir des gens, voir autre chose, rapporter un bagage pour pouvoir ensuite le retransmettre. Le cours, c'est le quotidien, c'est mon quotidien, donc pour moi c'est plus stage. Et maintenant, on passe à la traditionnelle, on change de rôle. Ouais. Alors, si tu n'avais pas enseigné le karaté, vers quel métier te serais-tu orienté? C'est une bonne question. Alors, en fait, il y aurait eu deux voies. Pas compliqué. Quand j'étais à l'école, je rêvais d'une chose, c'était d'enseigner les arts martiaux, de vivre des arts martiaux comme mes parents. Mais bon, cette option ne peut plus avoir lieu parce que pour X ou Y raison. L'autre chose qui m'intéressait, c'était... ça a toujours été de gérer les conflits. C'est pour ça que mes parents ils étaient convoqués alors que j'étais en première année maternelle, parce que je gérais des conflits à l'école et que j'étais en train de protéger les autres. Donc ça m'a toujours insupporté l'injustice et donc j'ai toujours été un peu comme ça.
Donc je me serais dirigé, je pense, vers l'académie pour rentrer soit chez les militaires, soit à la police. Militaire, peut-être pas trop quand même, parce que quand j'ai fait mon service militaire, après j'avais fait préparation militaire para, et après j'étais aussi à l'armée, etc., en tant que para. Il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, vraiment beaucoup. Mais après, il y avait beaucoup d'autres choses, en fait, où je me sentais trop figé, trop bloqué. On te demande de faire, d'exécuter, mais surtout pas de réfléchir. Et ça m'a toujours posé problème. Parce que ça te demande d'être un mouton et pas d'être un berger. Et me voyant aujourd'hui, je suis plus un berger, en fait, qu'un mouton. Et donc, sans le savoir, à l'époque, c'était quelque chose qui me gênait. Je n'avais pas identifié comme ça, mais aujourd'hui je le sais, parce que je n'ai pas une tendance en fait à suivre juste bêtement pour suivre. Donc je vais suivre, mais je vais regarder, et puis si je peux dire mon truc, je vais le dire. Donc, et l'autre côté, en fait, c'était fan de cinéma. J'ai toujours aimé faire de la vidéo, mais avant c'était la photo. Et après, petit à petit, ça s'est transformé en vidéo. Avant que je lance Imagine Arts et tout ça, j'avais commencé à faire mes premiers courts-métrages avec mon super pote. Et puis voilà, avec qui d'ailleurs il avait réalisé le premier clip en fait, que j'avais fait il y a quelques années, d'accord, sur Étudier, où ma maxime est arrivée. Pour être un pratiquant, il faut pratiquer. Et donc ce premier clip-là, en fait, c'est mon pote, d'accord, qui l'avait filmé, et tous les deux, on discutait de tout ça. Et donc, pour moi, c'était une forme de création aussi. Donc, je pense que ça serait peut-être mieux convenu de faire que ça, parce que c'était un monde où je pouvais vivre par moi-même et avoir mes propres réflexions et m'inspirer du monde qui m'entoure. Parce que on sait tous que les artistes, les gens qui créent des choses, en fait, ils créent des choses, mais parce qu'ils sont inspirés en permanence. Ils se laissent inspirer des choses. Et ça reste des artistes dans ce sens-là, parce que ils voient une chose, ils ne sont pas en train de la copier, ils se l'approprient et ils le restituent d'une manière qui est totalement différente et qui est la leur. Et je pense que c'est là où je vais faire un parallèle avec les arts martiaux. Et les arts martiaux, c'est exactement la même chose. C'est on copie au départ les gens, on copie, on apprend avec les gens, en copiant ce qu'ils font. On se les approprie et puis un jour, ça ressort et c'est devenu notre forme. On l'a appris de quelqu'un, mais comme on l'enseigne, comme on le pratique aujourd'hui, c'est plus leur forme, c'est autre chose, c'est devenu autre chose. Parce que ça a mûri, ça a grandi, comme une branche, voilà, après, ça part. Et on sait d'où on vient, mais c'est ce qui permet de s'ouvrir et d'aller vers d'autres champs. Mais on sait d'où on vient. Ouais, c'est bien. Bonne réponse. Je ne sais pas, c'est la mienne en tout cas. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises réponses tant qu'on est en accord avec cette réponse-là. Eh bien, on arrive à la fin de cette interview. J'espère que vous avez apprécié. Vous en avez plein d'autres juste ici. En tout cas, merci Romuald. On se retrouve très vite sur le tatami. D'accord ? Et vous, à très bientôt sur les tatamis d'ici ou d'ailleurs. Allez, ciao. Bon keiko.